Nous sommes prêts pour le premier acte, l'utopie progressiste du rêve à la réalité. Alors, vous savez, ce premier acte, ça me renvoie un peu à ce que disait Oscar Wilde lorsqu'il affirmait que le progrès, c'est l'accomplissement de toutes les utopies. Donc, je vous embarque quelque part, vraiment, entre le rêve et la réalité, peut-être d'une société paritaire, vraiment strictement égalitaire. Je vous invite à écouter du bon son, à oser la révolution de l'hydrogène et à vous familiariser avec les sciences lunaires et tous les futurs, les avenirs de la créativité. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première séquence, la séquence Douce Révolution égalitaire, interprétez-le comme vous le pouvez, Charlotte Pudlowski de Louis Média et Rebecca Amselem de La Méthode. Elles sont pas loin, elles arrivent, hein, elles sont là. Alors, Charlotte, je veux vraiment bien vous distinguer toutes les deux. C'est vous, Charlotte, pour Louis Média, Charlotte Pudlowski et Rebecca Amselem pour La Méthode. Alors, Charlotte, est-ce que vous pouvez nous présenter Louis Média et nous expliquer un peu la genèse du podcast La Méthode ? Alors, Louis Média, c'est à la fois un média et une agence. Sur la partie média, on a une dizaine d'émissions, donc 2 podcasts. On réunit à peu près 1 million d'écoutes mensuelles. Et on a un ADN éditorial qu'on décrit comme notre volonté, c'est de faire ressentir le monde. Donc, c'est des émissions qui sont très ancrées dans la société, dans l'époque, mais avec beaucoup de storytelling, d'émotionnel, des personnages, un travail de montage, d'écriture, de création sonore, etc. Et ça, c'est notre laboratoire sur lequel on expérimente énormément de choses éditoriales, de formats différents. Et ça nous permet après de les mettre au service des marques et des partenaires avec lesquels on travaille sur l'agence. Et la manière dont ça a débuté avec Rebecca sur La Méthode, c'est qu'on avait une conversation récurrente sur le féminisme et sur comment faire advenir une société plus égalitaire. Et pour un de nos flux de podcasts qui s'appelle Injustice, dans lequel on crée un certain nombre de séries, on a fait par exemple, ou peut-être Une nuit sur l'inceste qui a fait 1 million d'écoutes, on a fait par exemple Un jour la Terre s'ouvre avec la Fondation L'Oréal sur les femmes et le climat. On cherche en permanence des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des nouveaux regards. Et Rebecca avait cette écriture-là et ce regard-là et une manière de raconter et de penser la manière de faire advenir une société égalitaire qui trouvait sa place chez nous. Oui, on a l'impression que beaucoup de gens se sont lancés au moment où le podcast a été une nouvelle utopie, entre guillemets, et que finalement, il en reste peu, mais ce sont les meilleurs. Et d'une certaine manière, vous avez porté l'exigence de faire des podcasts de qualité sans vraiment rien céder sur la qualité et sur l'exigence. Donc ça, c'est important. Mais vous, Rebecca, comment vous avez accepté de porter ce projet-là ? En fait, j'ai commencé à écrire sur le féminisme en 2015, quand j'ai commencé à écrire la newsletter des Glorieuses. Je voulais vraiment apporter une réflexion, une manière de voir le monde que je ne trouvais pas dans les médias par ailleurs. Et enfin, puis dans après, le monde des podcasts, il y a de la concurrence dans les podcasts féministes. Ah bah oui, absolument. Après, là, ouais. C'était en 2014, 2015. Il n'y avait pas énormément de choses ouais. qui se passaient sur la question du féminisme, en tout cas. Et puis après, MeToo est arrivé. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, les femmes ont commencé à parler. J'ai eu l'impression que les hommes ont commencé à les écouter et puis que les systèmes commençaient à changer. Et je me disais que la société n'avait jamais été aussi féministe. Et pour autant, au même moment, je voyais énormément d'attaques misogynes et d'attaques contre les droits des femmes. On était censé avoir la première présidente des États-Unis, et puis finalement, on a eu un président extrêmement misogyne. Ah oui. On a eu des droits pour l'avortement qui ont été remis en cause par ailleurs. On a eu tout un discours conservateur qui s'est mis en place, qui essayait de faire en sorte que les féministes ne gagnent pas du terrain. Et je me suis dit qu'on vivait un moment de bascule, où en fait on pouvait soit basculer vers une société, une utopie féministe, une utopie vraiment égalitaire entre les femmes et les hommes, ou alors vers une société plus misogyne. Et je voulais comprendre avec la méthode comment on pouvait basculer du bon côté. Alors, Charlotte, il existe
curieusement un antiféminisme. Qui sont les antiféministes? Comment est-ce qu'on peut les amener à une utopie plus égalitaire? De quoi s'agit-il en fait? Alors Parler de Trump, hein, mais je ne peux pas vous les nommer tous, mais je pense que ce qui réunit sans doute les antiféministes, c'est une forme de peur du changement, de peur de perte d'un certain nombre de privilèges ou d'un certain confort, et que la manière de les amener à ces utopies-là, à cette société plus égalitaire, c'est de faire comprendre à quel point on a tous à y gagner. On a absolument tous, hommes, femmes, à gagner à une société féministe. Et donc la question, c'est comment on sort de ces questions de peur, de violence, de douleur, pour aller vers des messages qui peuvent être audibles par tout le monde. Et ce que Rebecca a fait dans la méthode, c'est d'interviewer un certain nombre de personnes qui pensent ces questions-là, comme Manon Garcia, comme Amia Srinivasan, qui sont des penseuses qui permettent de dire voilà pourquoi on a tous à y gagner, voilà dans quel monde on peut vivre. Et je pense que ce qui se passe, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du silence et de la manière dont on impose un certain nombre de silences dans notre société. Et je pense qu'un nouvel avatar de ce silence-là aujourd'hui, c'est le bruit. C'est-à-dire qu'il y a tellement de messages qui sont prononcés dans tous les sens, de toutes les manières, que rien n'est plus audible qu'avant, finalement. Oui. Et remettre du sens, de la pensée, et c'est ce que permet aussi le podcast, je trouve, par rapport à d'autres médias, c'est-à-dire par rapport à une vidéo qui va s'ouvrir automatiquement dans votre flux Facebook, vous allez la regarder, ça va faire des millions de vues, mais dans la seconde d'après, vous aurez oublié. Le podcast, et le travail qu'a fait Rebecca, par exemple, sur la méthode, ça permet de rentrer en profondeur dans une pensée, de retenir, ça donne un engagement qui fait qu'ensuite, on arrive à sortir de ce bruit-là, à penser un futur possible et éventuellement, du coup, à s'acheminer vers lui. Vous avez raison de parler de bruit et de produire à l'intérieur de ce bruit des sons qui ont plus de sens. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que si la radio est un robinet à son, le podcast nécessite qu'on aille vers lui, et ça pourrait être le produit de luxe, en quelque sorte, de l'audio, non, le podcast? Oui, absolument. Et puis en plus, on voit à quel point les gens sont capables d'engagement avec ces contenus-là. La méthode, c'est des épisodes d'une demi-heure à peu près chaque épisode, ou peut-être une nuit ou un jour la Terre s'ouvre, il y a des épisodes qui font 40-50 minutes, et nous, on a des taux de complétion sur absolument tous les podcasts qu'on fait, que ce soit chez nous ou que ce soit pour des partenaires, qui sont de l'ordre de 80, 90 ou 100%. C'est-à-dire que les gens sont capables de cette attention-là, de cette concentration-là. Parce qu'ils viennent pour ça. Absolument, et je sais qu'on a tendance à en douter parfois avec tout ce qu'on dit sur nos nouvelles mémoires de poisson rouge, nos taux de concentration, notre capacité de concentration aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, etc. Mais le podcast, c'est précisément la preuve qu'on peut faire autrement et qu'on peut diffuser des messages autrement. Et les livres audio aussi, et beaucoup d'autres supports auditifs. Mais alors, pour cette révolution douce féministe, il y a des icônes, il y a des héroïnes en quelque sorte modernes dont vous parlez. Qui sont-elles? Ou ils? Justement, je pense que ces héroïnes, ce sont des personnes, ce sont des femmes et des hommes qui refusent de penser uniquement avec un schéma patriarcal, un carcan patriarcal. Je pense que ce sont... ça me fait penser à quelque chose que la philosophe Simone Weil disait, et donc c'était dans les années 20, elle disait qu'on est arrivé dans une société où on devait systématiquement penser pour ou contre quelque chose. Et à partir du moment où on décide... Déjà à cette époque-là. Ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Et à partir du moment où une personne décide qu'elle pense pour ou contre quelque chose, ensuite, elle va décider de mettre en place des arguments, de dire les arguments pour soutenir cette position-là. Et justement, je pense que ces héroïnes, donc ces femmes, ces hommes, ce sont les personnes qui sortent de ce schéma et qui ont ce qu'on a appelé dans la méthode le courage de l'équilibre radical. Ce sont des personnes qui acceptent, des marques, des organisations, qui acceptent de ne pas forcément plaire à tout le monde, mais qui refusent aussi d'être dans la réaction, qui acceptent d'être dans un schéma de pensée nuancé, un schéma de pensée réfléchi, qui prend du temps, et je pense que le format du podcast permet ça, le format de la newsletter permet ça. Effectivement, on est dans un temps long, un schéma de pensée plutôt long. Et vous parliez de révolution douce, je pense malheureusement qu'une révolution ne peut pas être douce. On a vu avec MeToo, MeToo n'a pas été doux, MeToo a été dur pour un certain nombre de personnes. Oui, c'était pas MeDoo. Voilà, c'était... En revanche, je pense que l'utopie féministe est une utopie douce. J'ai tendance à poser une question à toutes les personnes que j'interviewe dans la méthode ou alors dans la newsletter des Glorieuses, c'est imaginez vous êtes dans cette utopie féministe. L'entre-deux est passé, la révolution est passée et vous y êtes.
vous ouvrez les yeux et là, vous apercevez un détail qui vous permet de confirmer que vous êtes dans ce utopie. C'est quoi ce détail ? J'ai interviewé récemment l'autrice Kauter Adimi qui m'a répondu que ce détail, c'était une pluie de confettis fait avec tous les discours racistes, sexistes et patriarcaux qu'elle ait pu entendre de sa vie. Et bien, je pense que pour moi, ce détail, c'est un sentiment. C'est un espèce de sentiment de bien-être, de se dire qu'on va rentrer chez soi, seul, à 4 heures du matin, et en fait, on est bien. On va aller dans cette réunion et on sait qu'il va y avoir absolument personne qui va prétendre avoir une expertise sur un sujet sur lequel on a pourtant un doctorat. C'est ça, en fait, l'utopie féministe. C'est de donner la possibilité aux femmes de se sentir vraiment bien. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec la méthode, c'est de trouver le moyen d'y arriver le plus vite possible. Mais justement, pour raccrocher les wagons avec le monde du luxe, on pourrait dire que l'atmosphère créée par une parité authentique, par cette douce révolution féministe, elle est nécessaire même à l'expérience du luxe. C'est une expérience du luxe. Et donc aujourd'hui, les revendications féministes douces doivent faire partie des réalités du monde du luxe, tout comme le son, le podcast, par exemple, qui incite à la concentration, est un produit de luxe. Donc, je vous remercie toutes les deux de nous avoir raconté tout ça.